c'est Estelle et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire l'annuelle vidéo de mes livres préférés de l'année. Comme d'habitude, j'ai revêtu une tenue de soirée parce que je sais pas, je me suis mis des strass et tout, genre ouh. C'est ma vidéo préférée à tourner chaque année. Comme l'année dernière, du coup, j'ai sélectionné un top 10 que j'ai classé avec un vrai ordre. Je crois que depuis 2018, j'ai pas eu une année aussi folle de lecture que celle-là. Les gens que je vais vous présenter, c'est des gens pour qui je donnerai toute mon âme, quoi. Pour vous donner du coup une petite idée de mon année de lecture, j'ai lu en tout 93 livres, ce qui est moins que l'année dernière et l'année encore d'avant. Je voulais casser les 100 parce que c'est mon objectif Goodreads. J'ai pas réussi, mais c'est pas grave parce que parmi ces 93, il y a eu des énormes coups de cœur. Ok les amis, c'est l'heure de commencer du coup le décompte de ces favoris de l'année. En numéro 10, j'appelle Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Qui a été une énorme surprise pour moi. On va suivre l'histoire de Nina et de toute sa famille lors de cette énorme soirée annuelle que Nina organise dans sa grande maison au bord de la mer à Malibu. C'est une soirée qui regroupe plein de gens super connus des États-Unis puisque Nina elle-même est une top modèle très connue et en fait le livre se passe sur les 24 heures et on a le point de vue de tous les frères et sœurs et pour chacun on sent que cette soirée va représenter une explosion, des secrets vont être révélés, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des problèmes de cœur, des problèmes familiaux et en fait quand on arrive enfin à la soirée, effectivement c'est l'explosion. C'est un livre qui parle des relations entre frères et sœurs, des relations familiales, de l'amour, beaucoup aussi du don de soi et le fait de s'oublier afin en fait de prendre soin des autres. Et moi c'est vrai que c'est ce point là qui m'a le plus touchée et dans ce livre c'est le personnage de Nina qui a été vraiment dévouée de A à Z à sa famille toute sa vie et qui enfin dans ce livre va pour la première fois dire non et c'était hyper émouvant à lire. Et le deuxième truc aussi que j'ai adoré dans celui-là c'est le principe des 24 heures. Ce livre peut être joué en pièce de théâtre. Je veux trop que quelqu'un fasse ça parce que c'est parfait, c'est tout au même endroit, tous les personnages qui se parlent entre eux et chacun a des discussions d'un côté et de l'autre et à la fin ils sont tous ensemble. Ça ferait une pièce de théâtre absolument incroyable donc que quelqu'un adapte ça en pièce de théâtre. Merci beaucoup. En position numéro 9 les amis, j'appelle la duologie Shameless de Rosie Danan. Ah, est-ce que vous vous souvenez? Ça fait longtemps. Donc cette duologie, on a The Roommate et The Intimacy Experiment. J'ai adoré de A à Z les deux tomes que j'ai lus dans le mauvais ordre, mais c'est pas grave. Il n'est pas assez connu. Cette saga-là, c'est le futur de la romance new adulte. On va suivre l'histoire de Naomi qui a créé une application de contenu pour adultes avec donc toute une équipe et qui essaye un petit peu de se marketer pour avoir des partenariats. Elle est très sex positive, elle n'a vraiment aucune honte de quoi que ce soit. Elle s'affirme, elle a du charisme, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle va tomber sur Ethan qui est un rabbin d'une synagogue un petit peu à l'abandon. Et du coup, lui, il aimerait bien essayer de redynamiser un petit peu toute sa communauté et notamment attirer les jeunes. Il va justement tomber sur Naomi et il va se dire mais punaise, il faudrait trop que cette meuf, elle fasse une espèce de petite conférence sur justement les relations sexuelles, sensibiliser les gens à plein de choses et il va lui proposer d'animer justement ces masterclass. Elle, au début, elle est hyper choquée parce qu'elle avait un petit peu ce préjugé que tu pouvais pas vraiment mélanger religion et sexe. Elle va se rendre compte que si, et du coup elle va accepter. Il va naître en fait une association mais tellement insoupçonnée. La relation Naomi-Ethan est une des plus matures, responsables et respectueuses que j'ai jamais lues. À aucun moment Ethan n'a de commentaires déplacés par rapport au métier de Naomi et par rapport à son passé. À aucun moment Naomi va dénigrer son rapport à la religion. Ils vont tous les deux mais tellement se soutenir. Il y a vraiment aucun jugement dans ce livre. La manière dont ils se parlaient était géniale aussi. J'ai adoré leur dialogue, j'ai adoré un petit peu la manière dont ils flirtaient tous les deux. Ethan, lui, au début, il va être extrêmement impressionné par Naomi parce que forcément c'est une bête de femme et lui, il est un petit peu plus timide et donc il va faire de son mieux pour essayer de l'impressionner, quoi. C'est aussi un livre qui est extrêmement drôle. Je sais qu'il y en a pas mal qui le catégorisent de rom-com. Finissons avec le principe de fille parce que c'est une romance avec un grand R. Donc voilà, vous l'avez compris, communication, respect, bienveillance, romance 2.0. Je veux que d'autres gens le lisent pour voir à quel point c'était incroyable, voilà. Et ce livre est aussi la preuve que c'est pas parce que dans une relation on a des personnages qui sont matures, des personnages qui communiquent et qui sont respectueux, que c'est plat et que c'est nul et que ce n'est pas sexy, qu'il n'y a aucune passion. No, you know you're wrong. En position numéro 8, les amis, il est temps de changer un petit peu de catégorie. Je vais vous parler de Still Beating de Jennifer Hartman. Oh my god, cette histoire. Jennifer Hartman, c'est une autrice que je ne connaissais absolument pas et c'est Sarah de Fragments de lecture qui m'a initiée
à cette dark romance. Cette année, vraiment, je me suis replongée dans la dark parce que c'est un de mes genres préférés de tous les temps que j'avais vachement délaissé. J'ai pas replongé avec de la merde, moi je tiens à vous préciser, parce que ça, wouhou! On va suivre l'histoire de Cora et Dean. Dean est fiancé à la sœur de Cora et entre eux, la relation, elle a toujours été un petit peu épineuse. Et lors du repas de la répétition du mariage, Cora s'apprête à rentrer toute seule et Dean va la raccompagner alors qu'il a pas du tout envie. Ils vont en fait se faire stopper par un mec qui va les kidnapper et qui va les enfermer dans sa cave pendant 3 semaines, un truc comme ça, et qui va les torturer psychologiquement, mentalement, physiquement. Toute la première partie, ça va être tout ce traumatisme-là dans cette cave-là et c'est extrêmement dur à lire. Et ils finissent en fait par réussir à s'enfuir. Et la deuxième moitié du livre, c'est la reconstruction. Je sais pas en fait ce qui est le plus touchant et ce qui t'arrache le plus le cœur. J'étais happée de A à Z et surtout c'était une des rares darks où tu voyais l'après. Au milieu du livre, on est en ce décalage énorme entre le moment où ils étaient en captivité et le moment où ils retournent à la vie normale. Ça fait un contraste de fou et comme tu es dans leur tête à eux, tu vois à quel point ils sont traumatisés et ils n'arrivent pas en fait à se remettre dans leur vie d'avant. Donc ils vont développer des stress post-traumatiques. C'est horrible, mais en même temps je trouve que psychologiquement parlant ce livre est très bien fait. Et le fait qu'ils aient été deux, à la base ils s'apprécient pas. À la base Dean il est amoureux de sa sœur, d'avoir vécu ça ensemble, ça va forcément créer un lien entre eux. Le seul petit point que je lui reproche, c'est quand ils retrouvent justement leur famille, un personnage qui pour moi a été mal géré, la sœur de Cora, donc la femme Dean. Pour moi, elle a raté ce personnage-là. Elle est mais extrêmement concernée par la situation. Elle mérite son livre, cette fille. Mais Jennifer, elle a pas trop insisté sur elle. Allez vous renseigner pour les trigger warnings, notamment viol et abus sexuels. En position numéro 7, les amis, je suis sûre que vous l'avez oublié, mais moi, je ne l'ai pas oublié. Beyond the Black Door de A.M. Strickland. Il est là, il a survécu. Beyond the Black Door, c'est un livre que j'ai lu dans mon vlog spécial Ace. C'est une fantasy hyper originale. Ouais. Mais frère, mais tu m'as pris ma lecture en fait, j'avais Mais je suis en train de tourner avec là. Mais meuf, sorry. On suit l'histoire de Kamaï, qui est une marcheuse d'âme. Quand elle s'endort à côté de quelqu'un, elle a la possibilité d'entrer dans la tête de cette personne et elle peut voir ses souvenirs, ses secrets, sous forme en fait d'un monde intérieur qui est différent selon chaque personne. Chez certaines personnes, c'est une forêt qui fait peur, chez d'autres, c'est une maison avec des pièces. Il se trouve que sa mère aussi est une marcheuse d'âme et elle fait partie d'une espèce d'association secrète qui utilisent en fait leur pouvoir afin de découvrir des secrets chez des personnes importantes comme le roi, le prince, etc. Et du coup ils sont très recherchés et c'est un petit peu un secret. Sa mère se fait justement tuer par cette société secrète qui pourtant était censée la protéger et la société secrète est aussi à la recherche de Kamaï. Kamaï va donc vouloir tenter de trouver qui est l'assassin de sa mère, pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué et pour ça elle va faire quelque chose que sa mère lui avait dit de ne jamais faire, c'est d'entrer dans son propre monde interne et d'ouvrir une fameuse porte noire afin de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. D'où le nom Beyond the Black Door. Étant donné que sa mère est morte, Kamaï se dit sûrement que le secret doit être derrière, j'y vais. Elle s'endort, elle va dans son propre monde intérieur, elle ouvre la porte et là... un BG. En vrai, je rigole qu'à moitié. Une créature, un monstre nommé Vérine y sommeille depuis sa plus tendre enfance. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un monstre? Est-ce un vampire? Est-ce une créature maléfique? Est-ce un fantôme? Est-ce un démon? Elle ne sait pas. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'il a l'air de la connaître et ça fait très longtemps qu'il attend qu'elle cède et qu'elle ouvre cette porte et il va tout faire pour essayer de la charmer, pour faire en sorte qu'elle reste dans son monde interne. Il va même un petit peu la manipuler en lui promettant des informations sur sa mère à condition qu'elle reste un petit peu de temps chaque jour avec lui. Et ça les amis, c'est un pitch mais du turfu. À quel moment il y a un BG dans ta tête qui est enfermé derrière une porte? Personne ne parle de ce livre. Je l'ai découvert au hasard parce que je cherchais des livres avec des personnages principaux asexuels, ce qui est le cas de Kamaï. Une dinguerie. L'expérience de lecture a été une des plus mémorables de cette année. Le rythme dans ce livre était extrêmement bien géré. À chaque fois que j'étais en train de me dire « Ah, ça fait peut-être un petit moment là qu'il s'est rien passé
après bim, une action, du suspense, tu ne pouvais pas t'arrêter de lire. Et surtout Vérine, le fameux monstre succube, on sait pas ce que c'est. La relation en fait qu'elle va entretenir avec lui est hyper étrange, en même temps c'est hyper malsain, parce que lui il la manipule, il joue un petit peu de son ignorance et de son innocence, mais en même temps il est quand même la seule personne qui va l'aider et qui va la soutenir et la protéger, parce qu'en fait à partir du moment où elle a ouvert la porte, il va réussir à des fois agir sur son corps alors qu'elle est réveillée. Le point vraiment le plus fort de cette fantaisie, je trouve que c'est son originalité. Je n'ai jamais lu un truc comme ça. Le seul petit point négatif dont je vous avais justement parlé lors du vlog, c'est que Kamaï en fait est asexuel, mais comme on est dans une fantaisie, il n'y a pas le drapeau LGBT comme ça qui se secoue dans tous les sens, et ils ont fait un espèce de lien entre ton âme et ta sexualité, et moi c'est un truc que je n'aime pas trop, et pourtant la représentation asexuelle était extrêmement bien. La Kamaï, j'ai trouvé qu'elle avait des réflexions qui étaient 100% relatable et qui étaient juste très agréables à lire, surtout en fantasy, donc ben merci pour ça quoi. En position numéro 6, pour le moment on est dans des livres un petit peu vieux, mais là c'est un nouvel ajout, This Hollow House de Lexi Ryan. Vous vous moquez de moi, je sais que vous êtes en train de vous moquer de moi, mais arrêtez de vous moquer de moi! Vraiment, le mot d'ordre cette année et le mot d'ordre de cette vidéo, c'est amusement, kiffance, supérieur à tout. Et désolé, mais la manière dont ce livre m'a fait me sentir, ça mérite cette 6ème place. C'est une fantaisie, plutôt romantésie, young adulte, fae, triangle amoureux, magie, les fae gentils contre les fae méchants, une petite meuf humaine qui s'appelle Brie, qui ne veut rien avoir à faire avec les fae, mais qui se retrouve à devenir la personne la plus importante des deux cours ennemis des fae. J'achète. Ce livre n'apporte rien à la littérature, c'est un remix de tout plein de romantaisie, c'est un compacté de tout ce qui est incroyable. Clairement, Lexi, elle s'est pas fait chier, elle a pris les meilleurs tropes de toute la fantaisie, elle a mis là-dedans et ça marche. Les personnages, notamment les deux garçons, très chouettes. Lexi, elle leur a donné à tous les deux un vrai rôle et pas juste le rôle du mec, du triangle amoureux. Non, ils avaient tous les deux une très bonne histoire, c'était solide, un caractère qui était solide et ils ont beaucoup évolué à travers la duologie parce qu'il y a un tome 1 et il y a un tome 2. Donc si vous cherchez une romantaisie qui soit young adulte, donc qui est bien pas de smut, 100% kiffant, c'est 100% amusement, je vous la conseille, pas besoin de réfléchir, c'est simple, le worldbuilding est simple. En position numéro 5, on a une fantaisie, encore une fois, fantaisie qui a été traduite, évidemment, Twin Crowns, de Catherine Doyle et Catherine Weber, les deux Catherine. Le souvenir que j'en ai est toujours aussi bon. C'est pas donné à tous les livres de durer dans le temps, mais lui, il dure. Twin Crown, c'est encore une fois une fantaisie young adulte, un petit peu romantaisie. On va suivre l'histoire de deux princesses, Rose et Wren, qui sont les deux héritières du royaume, sauf qu'elles ont été séparées à la naissance. Alors que Rose, elle a grandi au palais en tant que future héritière et elle a appris tous les codes de la royauté. Wren, elle, a été élevée par sa grand-mère dans une espèce de petit repère de sorcières cachées qui font tout pour essayer de renverser le pouvoir. Et Wren, en fait, elle a passé sa vie à s'entraîner, à faire semblant d'être une princesse, etc. afin d'un jour pouvoir retourner au palais, prendre la place de Rose et se venger en tuant tout le monde. C'est donc un Freaky Friday de fantasy. On a du coup les deux points de vue de nos deux personnages principaux, et qui dit deux points de vue dit deux fois plus de romance. L'histoire commence, Rose se fait choper de son lit par Wren et on envoie Rose chez les sorcières et Wren prend sa place au palais et Rose, elle, doit survivre un petit peu dans cet endroit hostile qu'elle ne connaît absolument pas. Ce livre m'a surprise et m'a épatée. Premièrement, parlons de Rose, qui à première vue est un petit peu le cliché de la princesse, va se retrouver dans la forêt, enlevée par un des potes de Wren, qui s'appelle Shenlo, et c'est mon amour. Elle va, mais pas se laisser démonter, elle va prouver à tout le monde que c'est pas une meuf qui ne sait rien faire, c'est pas une petite princesse qui a peur de tout. Et franchement, j'ai extrêmement apprécié de montrer que c'est pas parce que t'es une princesse que t'es une chochotte pourri gâtée qui ne sait rien faire, absolument pas. Franchement, être une princesse, ça demande beaucoup de force mentale et j'ai apprécié Rose, elle tienne le coup quoi, et que Rose, elle envoie du lourd. C'est bon là, il y a assez de voir des princesses qui servent à rien, genre non. Et je dois avouer que j'ai préféré son point de vue à celui de Wren, qui pour le coup, Wren qui s'est entraînée toute sa vie à prendre la place de Rose. Dès le lendemain, elle va faire n'importe quoi, elle va
va complètement ruiner en fait l'image de Rose. Elle va faire des gaffes tout le temps. C'est pas tellement la meilleure blague que la meuf qui s'entraînait toute sa vie et qui disait non mais tu vas voir, c'est facile d'être une princesse, en 2 secondes c'est bon, je vais tous les avoir dans ma poche. Et elle se retrouve le jour numéro 2 à être en PLS. Et Wren, elle, sa petite romance, ça va être avec un petit garde au palais. Il y a un tome 2, les gars, qui va sortir. Celui-là aussi remporte la palme du rythme. Quand on était dans un point haut pour Rose, on était dans un point un petit peu plus bas pour Wren. Et quand ensuite Rose était plutôt bas, Wren est passé au-dessus. Il n'y avait pas de point de vue délaissé et chacun des points de vue avait ses moments de gloire qui étaient bien répartis. C'est addictif et les personnages sont hyper attachants. Les petites romances, elles sont toutes choupinettes. Et franchement, moi, ce livre, il m'a fait ressentir des choses, ok? En position numéro 4, j'appelle une trilogie qui a été, je pense, une de mes meilleures surprises de l'année. La saga A Darker Shade of Magic de Victoria Schwab. Petit arrêt sur image. Ceci est le tome 3 que j'ai avec moi parce que j'ai fait des petites photos pendant les vacances. Regardez, voilà. J'en ai beaucoup trop parlé parce que j'en ai parlé du tome 1, puis j'ai parlé du tome 2. Victoria Schwab que j'ai rencontré. C'est donc une saga de paranormal adulte, j'ai envie de dire. C'est l'histoire de Kel, qui est un Antari, c'est-à-dire qu'il est capable de passer à travers plusieurs dimensions. C'est un petit peu une vision fantastique de notre monde où il existerait 4 Londres. Londres rouge, Londres gris, Londres blanc, Londres noir. Dans certains Londres, il y a de la magie, dans d'autres, il y en a plus. Kel, du coup, est capable de passer de l'un à l'autre et c'est notamment un messager du roi de son Londres, qui est le Londres rouge, afin de pouvoir faire des missions, parler à des gens des autres Londres, etc. Il va croiser la route de Lila dans le Londres gris. Lila qui est une orpheline voleuse et qui a soif d'aventure et qui du coup va forcer Kel à l'emmener avec lui à travers ses différentes missions. On embarque dans une aventure les gars, une aventure. Ça me fait tellement chaud au cœur quand je pense à leur rencontre entre Kel et Lila. Et après, je pense à leur dernière scène du tome 3. Oh, vous savez, c'est la chanson Take me back to the night we met. Je me suis découverte une obsession pour cette saga et je ne comprends pas pourquoi. Il y avait beaucoup de descriptions, beaucoup d'enjeux politiques et tout, mais ça a juste cliqué en fait. Là, je vous ai parlé que de Lila et de Kel, mais on va agrandir en fait cette petite équipe au fur et à mesure des tomes et les personnages secondaires deviennent aussi des personnages principaux. Les méchants deviennent des personnages principaux. On sent le travail qu'il y a derrière, tout est réfléchi, tout est calculé. L'évolution en fait des relations entre les personnages est hyper belle. T'as l'impression que tu les as suivis pendant 15 ans de leur vie alors qu'en fait c'est passé 1 an je crois, un truc comme ça. Et c'est vraiment une grande famille et ils ont tous en fait un amour infini pour les uns et pour les autres et les relations entre eux sont tellement belles. Ils frôlent la mort ensemble, ils se battent les uns à côté des autres. C'est complet, le world building est là, les personnages sont là, les relations sont là, et c'est un livre que je suis sûre que je l'apprécierai même en le relisant, il y aura toujours quelque chose à trouver. Et le point bonus que je lui donnerai vraiment par rapport justement au tome 3, c'est les méchants ont leur point de vue et tu les vois en fait évoluer et tu vois la relation qu'ils ont avec justement les personnages principaux. Et à la fin en fait tu te demandes qui est le méchant. Ils veulent tous la même chose, ils veulent tous protéger leur Londres, donc qui a plus le droit de se battre que l'autre, qui est plus légitime de se dire les gentils que l'autre. Les gars, nous arrivons dans le top 3. Le livre que je vais vous présenter, c'est mon premier coup de cœur de 2022, donc ça date. Personne n'est arrivé à son niveau, c'est une romance, c'est la meilleure romance de l'année, c'est la meilleure romance de ma vie, The Charm Offensive de Alison Cochrane. The Charm Offensive, c'est une romance new adulte qui aussi, encore une fois, peut être catégorisée de rom-com, où on va suivre l'histoire de Charlie, qui est un ingénieur dans une énorme boîte d'informatique et qui a extrêmement d'anxiété sociale, qui a beaucoup de mal en fait à interagir avec les autres. Ses collègues de bureau le virent à cause de ça. Et afin de prouver à ses collègues qu'il est totalement capable d'avoir des relations normales, il va se lancer dans une émission de télé-réalité de Bachelor La Flamme et il va être du coup le mec qui va avoir 10 prétendantes et il est terrifié à l'idée d'y participer. Le premier jour sur le tournage, il arrive et genre il vomit tellement il est stressé. Il va être tout de suite soutenu par Dev qui est un petit peu le coach caméra. Il apprend en fait à tous les mecs à comment être à l'aise face à la caméra et Dev va se rendre compte que Charlie est mortifié, il n'arrive pas à échanger la moindre phrase avec toutes les meufs. Toute en fait l'équipe de tournage lui dit il faut que tu fasses un truc parce que là la télé-réalité elle est à chier, personne va vouloir regarder cette saison. Il va se donner
donner un petit peu la mission de détendre un peu Charlie. Dave, il me semble qu'il est bi, un truc comme ça, et il va être un peu touché par Charlie, quoi. Charlie va aussi se découvrir une certaine attirance pour Dave, et surtout le réconfort qu'il va éprouver à chaque fois que Dave sera avec lui sera tellement intense, va totalement abandonner l'idée de faire quoi que ce soit avec les filles, et il va beaucoup plus vouloir traîner avec Dave. Ça va en fait entraîner une espèce de petite relation illégale et secrète entre tous les deux. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, ça devient de plus en plus profond. Ça critique tous les backstage de cet univers-là, toute la corruption, la méchanceté qui se fait pour tous les gens. Charlie, lui, va beaucoup se livrer à Dave, notamment sur sa santé mentale, sur sa neurodiversité. Donc Charlie, il a aussi dit trouble obsessionnel du comportement. Dave, lui, il a été en dépression pendant plusieurs années et qu'il est peut-être en train de rechuter. Et tous les deux vont vraiment être le pilier l'un pour l'autre. Ils vont s'apporter tellement d'amour. Et Charlie, il va justement se plonger dans des questions de sexualité parce que lui, il pensait qu'il était attiré par les filles. En fait, il va se rendre compte qu'il est plutôt intéressé par les hommes, mais qu'il est peut-être aussi un petit peu asexuel. Enfin, waouh. Je pense que je suis hyper biaisée en fait. Charlie, personnage principal, qui en même temps dans le spectre de la sexualité et qui en même temps neurodivergent. Et surtout, tout est extrêmement bien traité. Et il y en a un des deux qui va avoir l'impression qu'il doit être le sauveur de l'autre, alors qu'en fait, non, c'est pas son rôle, ce n'est pas sain. Si la personne elle va mal, c'est pas à toi de jouer le thérapeute, quoi. La personne elle doit aller chercher de l'aide. Je veux vraiment que tu ailles bien. Et si jamais toi t'es pas prêt en fait à faire ce qu'il faut pour aller bien, ça va être aussi très toxique pour moi et c'est toxique pour toi. Tellement important de le montrer et ce livre l'a fait avec extrêmement de bienveillance. Masterclass, tout ce que vous voulez. Vous devez lire ce livre pour les représentations, pour la manière dont il parle de la santé mentale et pour aussi l'humour et le fun de certaines scènes. J'ai ri, mais j'ai ri. En numéro 2, je vais mettre une saga. Ça doit vous sortir par les trous de nez tellement j'en ai parlé. Là, ces derniers temps, c'est une saga que j'ai découverte en novembre pendant Halloween. C'est une saga dont j'ai rencontré l'autrice. C'est une saga dont j'ai fait une photo récemment. Mesdames et messieurs, on applaudit, s'il vous plaît, la saga Villa Emilia de Elodie Feder. Je repense à toutes les fois où j'ai pas pris ce livre parce que j'étais en mode « Oh non, mais je sais pas ». C'est une saga de dark romance qui est auto-éditée par Elodie, ma reine sur cette planète Terre, qui se passe dans un univers gothique un peu victorien en 1880 où on suit l'histoire de Emilia qui est sous la tutelle de Dorian Jacobson, qui vit dans ce manoir et qui en apparence est le gérant d'une société de thé, mais en vrai c'est un tueur en série sociopathe qui tous les soirs en fait traque les agresseurs, les violeurs, les gens mal intentionnés, s'amuse à les torturer, les empailler, leur découper les yeux, la peau, les intestins, pour en faire de la création, et pour lui c'est une forme d'art, et Emilia s'est jurée depuis qu'elle est toute petite d'un jour le tuer. Et lui c'est une idée qui lui plaît énormément, puisque ce mec est très malsain dans sa tête, et du coup il va se prendre au jeu, et il va en fait lui apprendre toutes les techniques afin qu'elle puisse ensuite le tuer. Il est très sérieux, c'est-à-dire que lui il n'attend que ça. Elodie, elle est infirmière en psychiatrie, donc elle sait de quoi elle parle et en fait elle s'est inspirée de un de ses passions afin de créer le personnage de Dorian. C'est un vrai sociopathe et le mari de Elodie est chirurgien. Je vous laisse imaginer la précision des scènes de découpe. Ce livre en fait vous entraîne dans une espèce de folie. C'est tellement captivant, c'est fascinant. Vous avez une fascination pour cette histoire, pour le personnage de Dorian qui est horrible. Il tue des gens, il torture des gens, il n'a aucune empathie parce que c'est un sociopathe quoi. Pas comme certains. Comme vous êtes dans sa tête et vous voyez en fait à quoi il pense, vous voyez en fait ce qu'il a vécu pour en arriver là, vous pouvez pas vous empêcher d'avoir de l'empathie pour lui et de l'aimer. Et c'est là en fait que Elodie elle est forte. Même toi au bout d'un moment tu te questionnes, tu te dis mais pourquoi est-ce que je suis addict à ça? Et même la petite Emilia qui elle est prête à le tuer, elle finit elle-même quand l'occasion en fait se présente à douter parce qu'elle a vécu avec lui tout ce temps et à travers justement l'apprentissage, elle s'est attachée à lui, elle le respecte. C'est tellement bien fait, la psychologie est tellement poussée. Donc franchement, il faut être quand même hyper accroché parce que des fois ça part très très loin, ça peut être très très hard. La plume est tellement poétique. Dorian en fait, il a une très grande opinion d'Emilia, il veut vraiment en fait lui apprendre tout plein de choses. Il la prend pas pour de la merde quoi, il la considère extrêmement fort. Il l'envoie à la fac de médecine. Quelque chose que Elodie nous expliquait lors de la masterclass, c'est qu'en fait les sociopathes c'est des gens qui sont extrêmement charismatiques, très à l'écoute, très avenants. C'est une manière en fait de t'attirer quoi, parce que tu es sa proie. Emilia c'est sa proie. C'est des gens en fait qui ont un coup d'avance quoi sur toi, qui te manipulent de fou, et Dorian en fait c'est totalement ça. Il est très éloquent, enfin il est très charmant et c'est perturbant
perturbant parce que quand tu sais ce qu'il fait à côté, on t'arrive pas en fait à te dire putain mais c'est la même personne qui fait ça, et même quand il est en train de découper des gens, il le fait avec une nonchalance qui est... Vous imaginez même pas en fait à quel point ça m'a pris par les tripes et je ne pouvais pas ne pas continuer à lire. Dites-vous que j'ai acheté les 3 tomes d'un coup. La manière dont ils se parlent, leur relation à tous les deux, elle est tellement poignante, et c'est le genre de livre où il suffit de quelques mots pour que d'un coup tu sois en train de partir sur Mars quoi. Dorian, il suffisait qu'ils disent bonjour et c'est là que tu vois que c'est maîtrisé, quand les personnages ils ont même pas besoin de parler pour que tu saches qu'ils sont là et pour que t'aies des frissons. Ça aborde plein de thèmes qui sont très très durs, donc voilà, renseignez-vous avant de lui sauter dessus parce que sinon vous risquez d'être très très choqué et personne ne veut ça. You know what time it is? C'est l'heure de dire le livre préféré de l'année. Oh, je suis hyper émue les gars. Mon livre préféré de cette année 2022. Vous savez ce que c'est forcément, parce que voilà, j'ai parlé de tout le monde sauf de lui. Je l'ai relu récemment. Alone with You in the Ether de Olivia Blake. Vraiment les gars, je suis... Point. La dernière fois que j'ai parlé de ce livre en update lecture, je n'ai pas réussi à mettre des mots sur pourquoi c'est un livre qui m'a marqué à vie. Et je crois que je peux toujours pas l'expliquer. Je l'ai relu pour l'annoter. Pour Noël, en fait, mes sœurs m'ont acheté C'est une abeille. Voilà. J'ai un piercing Alone with You in the Ever. C'est un livre que je qualifie de supérieur au livre. C'est pas qu'un livre en fait. Genre je me suis élevée spirituellement. C'est un livre en fait qui te transcende, qui est plus grand que toi. Et j'ai jamais lu un truc comme ça. Donc on suit l'histoire de Regan et Aldo. Ils n'étaient jamais censés se croiser. Regan, c'est une fille qui a beaucoup de problèmes de santé mentale. Elle est bipolaire et elle est dans une relation hyper toxique depuis des années avec un mec qui la traite super mal. Elle est passionnée d'art, elle est elle-même une artiste et elle travaille dans un musée où elle fait en fait des tours de tableaux à plein de touristes. Et de l'autre côté, on a Aldo qui est un ancien addict qui est atteint de dépression et qui à mon goût est très très fortement dans le spectre autistique. C'est un mathématicien qui est en train de faire sa thèse et qui du coup donne des cours à la fac. Et ils vont s'autoriser 6 conversations afin d'en apprendre plus l'un sur l'autre. Et au terme de ces 6 conversations, une relation assez étrange va naître entre eux. Il est court, il fait 230 pages, mais il détient tellement de choses. C'est un livre qui parle de codépendance, beaucoup, d'obsession, de personnes qui vont très mal, mais qui décident en fait d'aller très mal ensemble. Ce livre, c'est un appel à montrer que les personnes qui vont très mal méritent aussi d'être aimées et ont besoin d'amour. Et il y a une phrase en fait qui circule énormément, c'est tu peux pas aimer quelqu'un tant que tu t'aimes pas toi-même. Dans ce cas-là, vous excluez en fait une énorme partie de gens qui n'iront jamais bien parce qu'ils arrivent juste pas. Et dans ce cas-là, vous en faites quoi? Et dans ce livre-là, ils vont connaître l'amour. On dit souvent, par amour, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Par amour, tu ne peux pas guérir quelqu'un. Mais parfois, tu peux quand même énormément soulager la personne. C'est peut-être en fait l'amour qui va faire que tu vas reprendre pied. Et ça va être la chose qui va te motiver à croire en toi et à croire en la vie. Ça marche pas tout le temps, ça c'est sûr. Mais dans le cas de ces deux-là, ça a fonctionné. C'est un livre qui a été pas mal en fait attaqué sur le fait que c'était très contemplatif. Oui, il ne se passe quasiment rien. On suit en fait des personnages et l'intérieur de leur tête, c'est très lent. Tous les deux, ils vont être tellement en fait tendres l'un avec l'autre. Ce livre, l'histoire qu'il montre est une histoire qui arrive une fois. C'est l'histoire de comment ça s'est fait dans ce contexte-là, à ce moment-là précis. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est extrêmement développé dans le livre. Si jamais tu refais cette histoire, ça se repassera pas comme ça. Si jamais tu changes ne serait-ce qu'un paramètre, ça ne se passerait pas comme ça. Donc, il ne faut surtout pas parler de cette histoire en me disant moi je connais quelqu'un qui est comme ci et ça se passe pas comme ça. Oui, cette histoire est propre à cette histoire-là. Vous voyez, comme Aldo est mathématicien, il fait de la recherche sur le temps. Ce livre parle énormément de la notion du temps. Et si vous êtes passionné par le temps et le fait de revenir en arrière, de dimensions parallèles, de comment tout ça s'imbrique, ce livre en parle de manière qui est extrêmement belle et ça fait des analogies en fait à eux, à ce qu'ils vivent. Ils vont t'expliquer un principe qui est assez compliqué, mais ils vont te l'illustrer avec quelque chose qu'ils vont vivre. C'est un truc auquel je suis hyper attachée, c'est que toutes les choses qui se passent universellement parlant entre les planètes, toutes les forces qui rentrent en jeu, aussi au niveau de la matière, des électrons et tout ça, en fait nous aussi on le fait nous-mêmes, on est nous-mêmes les électrons de quelque chose et on agit selon certaines règles. Et du coup c'est fou de voir en fait en application dans leur propre relation des équations mathématiques quoi. Vraiment, si jamais vous aimez les
maths, ce livre, c'est un délice quoi. Tout est toujours rattaché à un concept mathématique. Olivie, elle utilise plein de formats différents. Certains ont dit que ça perdait, que c'était pas logique, que un coup c'était comme ci, un coup c'était comme ça. Justement, ce livre raconte et est la représentation de comment c'est à l'intérieur de quelqu'un qui est neurodivergent, qui a un problème d'humeur comme par exemple la bipolarité. Forcément c'est chaotique. Il y a des pensées intrusives qui sont là, des fois il y a une seconde voix. Vous savez, dans pas mal de livres, c'est écrit des milliards de pensées me traversaient la tête à la seconde. C'est facile de dire ça. Là, Olivie, elle écrit les 1000 pensées. Quand elle a des pensées intrusives, elle va être en train de te parler d'un truc et d'un coup il y a une phrase, tu comprends pas pourquoi elle est là. Olivie te montre des choses que certains auteurs auraient résumées en une phrase. Vraiment, ce livre, c'est le show don't tell. Comment est-ce que tu veux que cette histoire soit lisse et soit organisée alors que les personnages sont complètement perdus et vont super mal? Sachez que ce livre est On Voices et que Olivie raconte son expérience qui n'est pas celle de tout le monde. Elle a fait un disclaimer à la fin pour dire que pour elle ça s'était passé comme ça et que ce livre n'était pas un appel à faire comme elle, surtout pas. L'aspect philosophique est aussi tellement poussé. Enfin en fait, ce livre pour moi c'est un futur classique. Olivie c'est une de mes nouvelles autrices préférées de tous les temps. En plus elle est incroyable, quand tu regardes des interviews d'elle, elle est sensationnelle. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année. Ça fait trop plaisir un petit peu de voir si on a des choses en commun. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À l'heure où elle sort, normalement, je crois que c'est déjà la nouvelle année. Bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous fais des gros bisous. Bonne année. Bisous.